Binge Audio. Moyunga 71, épisode 2. Notre histoire va avancer d'une trentaine d'années d'un coup. 30 années durant lesquelles Emmanuel Cortadellas a dû apprendre à vivre sans son frère Bertrand, mort pour la France au Tchad. 30 années durant lesquelles cette histoire familiale s'est ancrée dans la grande histoire de l'armée, la grande histoire de la France. Mais voilà que le hasard, à l'autre bout du monde, vient éclairer la vérité d'une lumière trouble. On est en 2001 au Cambodge, c'est ça ? On est sur la terrasse d'un hôtel au bord d'un bras du Mékong. On est 30 ans après la mort de votre frère. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors, à l'époque, j'étais directeur général d'une boîte qui s'appelle Bourbon, et qui avait décidé quelques années auparavant de faire une percée au Vietnam. Et je regardais un petit peu ce qui se passait à côté. Donc j'avais établi des contacts là-bas au Cambodge pour essayer de voir ce qui pouvait être fait dans le domaine des hypermarchés. Et là, vous rencontrez un personnage un peu particulier. Au bar du restaurant de l'hôtel, il y avait un ancien militaire français de l'aviation. Donc du coup, il vient se joindre à nous. Et dès que je suis présenté, il tilte sur le nom. Il dit « Ah, Cortadellas, est-ce que vous êtes lié à… » Bon. Alors je lui dis « Oui, c'était mon père. » Donc il me demande pourquoi c'était. Je lui dis « Parce qu'il est mort il y a 10 ans. » Ah bon, vous savez, j'ai travaillé avec lui. Et puis du coup, il me raconte l'histoire. Donc il me dit moi j'étais dans les avions qui étaient basés dans le Tibesti, donc pour assurer la couverture aérienne des opérations. Donc ce jour-là, on a effectivement décollé de Bardaï, qui était juste à côté, là, quand on est arrivé, c'est une opération combinée, donc entre les forces terrestres et puis nous qui étions en appui aérien. Et quand on est arrivé sur place, donc on a fait des passages, on a très bien vu les types où ils étaient. Donc on a proposé au type qui commandait l'opération de passer un coup pour détruire les positions de ces types-là, et comme ça pour qu'après les troupes à pied puissent se positionner sur place comme il faut, quoi. Et le type a répondu « Allez vous faire foutre, le bilan c'est pour nous, c'est pas pour vous. » Bon, c'était un truc un peu traditionnel dans l'armée, c'était l'obsession du bilan, je veux dire. C'était un truc qui vient d'époque de Bijard et de tous les ozos là, des forces parachutistes spécialisées, je veux dire. Bon. Et donc le bilan c'est important parce que c'est ça qui apporte la gloire et qui apporte. Bon. Et donc il a refusé que les types avec leurs avions passent un petit coup sur les positions ennemies. Donc ils sont retournés, ils sont repartis. Et à partir de là, ils sont en plus gourés de pitons. Et ils ont mal positionné leurs hélicoptères. Et voilà. Donc, alors, la personne que vous rencontrez était dans les avions qui étaient donc sur cette opération-là le 21 janvier 71. Il pilotait un avion. C'était un des pilotes. Ils étaient 2 avions. Ils étaient un des 2 pilotes d'avion. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où il vous raconte ça ? Parce que ça, c'est quand même, ça vous donne une autre vision, une vision très différente de la mort de votre frère. Oui. Non, ça me donne la vision d'une imbécilité, du commandant de l'opération, je veux dire, qui effectivement était resté dans des schémas. C'est comme quand un footballeur joue pas collectif, quoi. Je veux dire, qui veut absolument marquer tout seul parce que c'est son bilan à lui, quoi. Sauf que là, il y a des morts. Oui, mais bon. Donc c'est une absence de conscience d'action collective, si vous voulez. Donc bon. Est-ce que ça vous fait changer le regard que vous portez sur cet événement ? Pas sur l'événement, ça me fait changer. Non, parce que bon, vous savez, dans les opérations armées, il y a des tas de
circonstances diverses et variées qui fait que bon, si c'est pas comme ça que ça se passe d'une autre façon, mais bon, c'est pas bon. C'est le moment où cet entretien prend un tour inattendu. Moi, à cet instant, je ressens une injustice profonde. Je pense que les choses auraient pu s'écrire autrement, que les événements auraient pu prendre une tournure moins dramatique. Je ne peux pas m'empêcher de lui faire part de ce que je ressens. Un hélicoptère qui se trompe de piton pour déployer des troupes, c'est ce qu'on appelle une circonstance. Un commandant qui refuse un appui aérien qui conduit à la mort de soldats, on pourrait appeler ça une bavure. Ouais, on appelle ça comme vous voulez, ouais. Malgré ce petit rire un peu trompeur, je sens qu'il se tend. Je ne sais pas si j'aurais dû prononcer le mot de bavure. C'est des circonstances de commandement, je veux dire. Les commandements, si vous voulez, de toute façon, on sait bien que dans des opérations armées, à un moment donné ou à un autre, il y a de la casse. Je veux dire, bon, si vous voulez, sur cet officier-là, je veux dire, j'ai un regard très critique maintenant, mais je lui en veux pas fondamentalement. Je veux dire, bon, il était sur place, il était en position de commander. Vous savez, quand vous commandez, bon, moi je l'ai vu dans d'autres circonstances. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi des pressions qui viennent de toutes parts. Vous êtes obligé de prendre des trucs. De temps en temps, les décisions que vous prenez, elles sont complètement cons. Je veux dire. Et après, il faut assumer. Hein, vous assumez, puis vous le faites. Hein, c'est l'autre question. C'est la question de. Il a pris ses décisions, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il a pris ses responsabilités ? Bon, je pense, oui. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça, puisque vous avez découvert la vraie version après ? C'est-à-dire qu'il a dû il a pas cherché à se défausser. Je pense que c'est pour ça que je dis que dans ce que j'ai écrit, je dis que je pense que mon père était au courant. J'imagine pas, parce que mon père commandait aussi les forces aériennes qui intervenaient. Bon, donc forcément, il y a eu des mecs qui sont allés lui raconter ce qui s'était passé. Je veux dire, bon. Comme souvent dans des structures établies, je veux dire, que ce soit l'armée, l'éducation nationale, les avocats, des trucs comme ça, ben on défend la corporation, je veux dire. Bon, donc défendre la corporation, c'était pas d'aller raconter à tout le monde qu'il y avait une connerie qui avait été faite, donc c'était d'assumer. Bon, et donc mon père a, j'imagine, assumé, comme l'officier en question a assumé aussi. Est-ce que vous auriez voulu le savoir au moment où ça s'est passé ? Je suis pas sûr. Est-ce que ça aurait pu changer la manière dont vous interprétez ce qui s'est passé ? Rien. Et vous comprenez que votre père ait pris sa responsabilité de considérer que c'était un fait de... C'était pas la peine d'aller foutre un grain de sable d'aller accentuer les concurrences entre les différents services. Je veux dire, c'était pas la peine d'aller mettre encore plus de désordre et ça leur a apporté quoi ? La vérité, je sais pas. Ouais, la vérité, il l'avait. Mais vous l'aviez pas. Oui, ça, ok. Bon, ça, c'est une façon de nous protéger. Hein. C'est une façon de nous protéger. Parce que quand arrive ce genre d'événement, ce qu'on a envie au minimum, c'est que ça ne se reproduise pas. Oui. Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut que ça se sache. Non. Non ? Non. Bon, j'imagine que mon père et le type en question, ils ont eu une explication entre quatre yeux. Et mon père a dû dire ce qu'il fallait lui dire. Enfin, j'imagine, hein, j'en sais rien. Parce que mon père n'était pas du tout, lui, bilan comme ça. Je veux dire, il n'était pas... Ça vous avait pas fait dire, au moment où vous racontez ça, que la mort de votre frère aurait pu être évitée de manière très simple ? Éviter cette fois-là, mais pas forcément une autre fois. Pas forcément... peut-être que même dans une autre, dans l'autre circonstance où les avions seraient passés, il aurait resté un ou deux types qui auraient tiré quand même. Et vous n'avez pas eu envie d'en savoir plus, d'aller poser des questions ou de... J'ai un ami actuellement qui est un ancien général d'aviation, à qui j'ai un peu raconté tout ça. Il m'a donné des noms de types qui étaient dans ces opérations-là, je veux dire, à l'époque. Bon. Et il m'a dit, bah tiens, si il m'a fourni des trucs. Je me suis dit que c'était pas la peine d'aller creuser encore ces affaires-là. C'est un détail intéressant, surprenant. Emmanuel Cortadelas avait la possibilité de savoir la vérité et il ne l'a pas saisie. Il faudra y revenir plus tard. Mais à cet instant, j'ai besoin de comprendre pourquoi nous avons une lecture si différente de cet événement.
Moi, lisant ce texte, j'ai un sentiment d'injustice en le lisant. J'ai un vrai sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez comprendre que je puisse le lire avec un sentiment d'injustice ? Oui, mais... Oui. Moi, j'ai un sentiment de... Comment on appelle ça ? De fatalisme. Bon, les choses se sont passées comme ça. Elles auraient pu se passer autrement. Et vous n'avez pas envie que la vérité soit écrite quelque part plus que dans un document à caractère familial ? Parce qu'on apprend toujours de ce genre de situations, d'erreurs, qui sont des erreurs individuelles, qui provoquent des échecs collectifs parfois, mais c'est la question de que ça laisse une trace. Oui. Quelle en sera l'utilité ? Moi, je suis... Là, la voix que vous entendez, c'est celle de Sylvain Lambroso. Il faut que je vous dise quelques mots sur lui. Entrepreneur français expatrié au Québec et proche de Binge Audio, c'est par lui que nous est parvenu le texte d'Emmanuel. Pour tout vous dire, il est ami avec Marie, la fille d'Emmanuel, et c'est elle, bouleversée, qui lui a fait passer ce récit. Sylvain était dans le studio avec moi depuis le début. Depuis un moment, je le sentais bouillir sur sa chaise. Il se devait d'intervenir dans notre conversation. Je suis assez d'accord avec David, c'est que il y a souvent, contrairement à ce qu'on croit, une utilité à ce genre d'histoire. Bon, on a toujours des enseignements à tirer de ce genre d'affaires. Et puis ça va, en fait, ça sert. On ne sait jamais à qui ça sert, mais parfois ça sert. Ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait des supputations sur le rôle qu'a pu avoir votre père ou les actions qu'il a pu entreprendre, sauf qu'on ne sait pas. Oui, parce que on ne sait pas, d'autant plus que ça repose sur un seul témoignage qui est le témoignage de cet aviateur. Bon, Qui a l'air précis. Ouais, enfin bon, est-ce que vous y croyez ? Oui, j'y crois. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la version officielle, celle-là. Bon, mais est-ce que c'est vrai ? Vous n'avez pas envie de savoir si c'est vrai ? Non. Non, on peut pas vivre tout le temps avec son passé. C'est pas. J'ai réussi à mettre une grosse système de cautérisation sur la plaie. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller la ranimer là. Bon, j'ai des enfants, des petits enfants, c'est ça l'avenir. Vous leur avez raconté ? Vous l'avez raconté la version. Ah non, ça, il y a que mes enfants et Nicole qui savent ça. Hein, je vais même pas envoyer à ma sœur, oui, pratiquement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux ? Ah ben ils ont trouvé que c'était assez marquant comme récit. Je veux dire, Ils n'ont pas ressenti d'injustice, eux ? Non, je pense pas, non. Enfin, en tout cas, ils l'ont pas exprimé, en tout cas. En tout cas, si Marie m'a transmis le texte, c'est quand même un acte fort, parce qu'elle sait exactement ce que je fais. Mais est-ce qu'elle vous en a parlé, Marie ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous en dit, elle ? Mais elle, je pense qu'elle est très marquée par cette histoire. Ouais. Vraiment, ouais. Elle considère ça comme une révélation et que c'était important pour elle et puis qu'elle se sent mieux avec ça depuis que vous avez envoyé le texte. Ouais, c'est clairement quelque chose. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est frappant aussi de voir ça, de voir que le texte il sert à quelque chose. Ouais. Autant au niveau familial, c'est un événement très important parce que ça a effectivement changé nos vies. Et bon, autant au niveau géopolitique, politique française, hein, c'est vraiment un petit epsilon là, qu'on voit dans le... Moi, je pense le contraire parce que, si vous voulez, quand ce qui se passe aussi, en plus, c'est quand vous savez très bien que les gens remettent en cause en permanence l'actualité et puis les faits d'actualité. Si, derrière, on se questionne jamais sur ce qui s'est passé en réalité et que quand on connaît la réalité d'un événement, on le communique pas, pour moi, ça jette toujours du doute partout. Ça sert à ça une enquête journalistique, justement, c'est de mettre en contexte, d'apporter plusieurs voix différentes, et puis moi je trouve que c'est toujours utile. La question que je me pose, c'est j'aurais envie de savoir quelle est la version officiellement retranscrite de cette histoire. Moi je ne sais pas dans ces cas-là, mais c'est une question, je ne sais pas ce que l'armée garde en fait. Ouais, quelles traces elle garde, quel endroit, quel rapport est fait, quelles sont les conclusions. Est-ce que ça existe un endroit où... on sait que nous, on a un exemple extrêmement précis de le confronter avec une réalité de quelles traces restent dans la mémoire
et qui reste, c'est notre mémoire collective en fait, qui reste ces traces. Ouais, alors là, faudrait. Je sais pas quels ont été les comptes rendus qui ont été faits à l'époque par les autorités hiérarchiques. Parce que peut-être que là, il y a une réponse, de dire, voilà, le général est intervenu, a sanctionné le commandant. Il y a peut-être un endroit où on nous dit effectivement qu'il y a eu quelque chose, ou alors au contraire qu'il y a une manière de l'écrire qui retranscrit la première version, que peut-être, d'accord, on est peut-être d'accord, c'est peut-être aussi la bonne, je ne sais pas, mais ça m'intéresse de questionner quelque chose comme ça d'une histoire qui circule avec une histoire officielle. Et quelle histoire qui est écrite, quelle histoire qui restera. Alors ça, je sais pas où on peut trouver ça dans les... Vincennes. À Vincennes. Ouais. Ils gardent ça, Vincennes. Ouais, bien sûr. Moi, j'en ai consulté plein des trucs. Bon, peut-être que j'allais faire un tour, là. Ouais, on peut essayer de regarder ça. Ouais. Est-ce que vous m'autorisez à essayer d'aller voir quelles sont les traces qu'a laissé l'armée sur Ah bah ouais, je pensais que vous vouliez que j'y aille moi, mais on pourrait y aller ensemble. Hein, Vous le sentez, ce moment où l'appel de la vérité est plus fort que tout? Alors, moi, sincèrement, je sais pas où on va, je sais pas comment on y va, mais ça m'intéresse le moment où vous arrêtez l'histoire. En fait, moi, c'est le moment où j'ai aussi envie de la poursuivre. Parce que la question qui compte, c'est quand même de savoir ce qu'on fait de tout ça maintenant. vous voulez qu'on prenne une date tout de suite pour... À ce moment-là, je vous dirai. D'accord. Je me demande, est-ce que je ne suis pas en train de chercher une histoire qui n'existe pas? Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Je ne crois pas. Je pense surtout que cette histoire n'est pas encore achevée.